retour sur le plateau du Média. Bienvenue pour l'entretien de Derrière les Docs et bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc en compagnie de Judicaëlle Perrault, réalisatrice de Naissance respectée. Bonsoir Judicaëlle. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté de venir discuter donc de ces 2 premiers épisodes de ta série, et dans laquelle tu t'attaques en fait tout de suite aux stéréotypes qui existent autour de l'accouchement. Oui, c'est vrai que ce qui était hyper intéressant pour moi sur cette série documentaire, c'est que c'est pas du tout moi qui l'ai portée. Je suis pas à l'origine du projet. C'est vraiment mes co-réalisatrices Clémence, Marie et Claire qui ont porté le projet depuis le début. Et moi, j'ai pas d'enfants. À l'époque, je connaissais personne qui avait eu des enfants. Donc j'ai vraiment découvert le sujet. Et c'est vrai que moi, je suis issue de la génération de féministes qui vient après MeToo, qui vraiment s'est formée après 2017 sur la question des violences sexistes et sexuelles. Et donc, il y a un petit peu ces théories autour du féminisme, autour de la première, deuxième, troisième vague. Et donc, moi, je pense qu'après MeToo, j'avais un peu inconsciemment ce cliché en tête de bah voilà, nous, notre job, à notre génération de féministes, ça va être de lutter contre les féminicides, contre les viols, contre la culture du viol, etc. Et je pense que naïvement, je me disais un petit peu la question de l'accouchement, la question de la maternité, la question de la contraception. Tout ça, c'est des questions qui ont été réglées par nos aînés avec la lutte pour le droit à la pilule, pour le droit à l'IVG, pour le droit à retourner au travail. Voilà, donc j'avais un peu ce cliché en tête de, voilà, ça c'est réglé. Maintenant, nous, on va s'attaquer à d'autres sujets. Et en fait, évidemment, c'est complètement naïf puisque rien n'est jamais réglé et il faut continuer à se battre pour nos droits. Ouais. Et donc, j'avais vraiment découvert les questions autour de l'accouchement. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les problématiques et toutes les inégalités entre les hommes et les femmes, aussi dans les questions de maternité et d'accouchement et de traitement des femmes à l'hôpital, c'était tout à fait lié à ce qui, moi, m'intéressait déjà, c'est-à-dire l'autonomie du corps, la sécurité, Ouais. reprendre pouvoir sur sa propre vie, l'intimité politique, voilà, toutes ces choses que j'avais découvertes avec MeToo. Ok. Et donc en fait, tu pars aussi quand même on l'aura compris pour ceux qui ont regardé les 2 premiers épisodes, le point de départ, c'est le constat finalement que bien que l'accouchement soit quand même, enfin les femmes sont quand même les premières concernées, celles qui accouchent en l'occurrence, mais elles sont quand même un petit peu privées de ce moment, un petit peu, on les prive un petit peu de toute marge de manœuvre, de tout pouvoir de décision, voilà, c'est le pouvoir du corps médical et rien d'autre. Effectivement, c'est quelque chose qui est énormément ressorti dans les témoignages qu'on a pu recueillir. C'est ce sentiment d'avoir été dépossédé d'un moment qu'on nous vend comme quelque chose de magique, comme quelque chose qui va changer notre vie, et à juste titre. Hein, c'est quand même un moment très, très important dans la vie d'une mère, d'une femme ou d'une famille. Mais pour autant, il y a ce sentiment de ne plus être actrice de cet accouchement, de perdre le contrôle, même pour celles qui ont un projet de naissance très explicite, qui ont des envies très explicites, qui se sont renseignées. Il y a ce truc de voilà, la blouse blanche, qui est donc le soignant, le médecin, le sachant, qui sait mieux que vous ce qui se passe pour votre corps, qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous ou pour votre enfant, et qui prend pas la peine de vous expliquer, qui vous impose par la posture dans laquelle il est, donc c'est vraiment la blouse blanche, et par aussi quelquefois son mépris, ou en tout cas c'est comme ça que c'est ressenti par beaucoup de familles. Et aussi le problème qui est beaucoup soulevé, c'est l'absence d'explication. Vraiment, il y a énormément de femmes qui disent j'avais juste besoin qu'on m'explique, qu'on m'écoute, qu'on me rassure. Et ça participe énormément au sentiment de dépossession du moment et aussi de son propre corps. Ouais. Alors du coup, tout ça, ça implique évidemment ce que toi t'appelles la surmédicalisation en fait de l'accouchement, et qui évidemment débouche sur tout un tas d'interventions qui sont parfois, qui peuvent être nécessaires quand vraiment il y a une complication, mais qui parfois sont un petit peu systématisées, c'est-à-dire appliquées, y compris quand c'est pas nécessaire, comme l'épisio, la ventouse ou la césarienne. Ouais, effectivement. Alors, je précise que moi, je suis pas du tout experte. J'ai aucune connaissance en termes de médecine, donc je me repose beaucoup sur
sur les propos des personnes qu'on a eu la chance d'interviewer. Donc, il y a le docteur Raguenes qui est gynéco, il y a Anna Roy et Claire Rayapa qui sont sages-femmes aussi. Et c'est vrai qu'il et elle dénoncent la systématisation de certains actes médicaux qui sont inscrits dans les protocoles, en fait. Et il y a beaucoup on parle de protocoles médicaux, mais en fait, on pourrait parler de standardisation presque de la médecine. Et c'est le docteur Haguenes qui explique qu'en fait, les protocoles, ils sont là pour protéger les soignants. Ouais. Et qu'en fait, il s'agit d'éviter d'avoir un procès. Et donc, on se rend compte que certains protocoles, certains actes médicaux qui sont inscrits dans un petit carnet, comme on dit dans le documentaire, sont là davantage pour anticiper les risques médico-judiciaires que pour anticiper les risques de santé, les risques au niveau, pour la mère ou pour le bébé, ce qui est problématique. Oui, et effectivement, il y a aussi ce qu'on appelle la cascade d'intervention. C'est que, en fait, c'est aussi quelque chose que j'ai appris en faisant le documentaire PMA pour tous, qui est une médecin qui m'explique qu'en fait, chaque acte médical comporte des risques et qu'en fait, intervenir, ce n'est pas anodin. Et c'est vrai qu'on a un peu ce stéréotype en tête de voilà, la science, la médecine toute puissante. On joue à Dieu, en fait. Et c'est faux. Ça, c'est une fausse image qu'on a de la médecine, en fait. Ça devrait être un dialogue entre la patiente et le médecin. Ça, complètement. Et surtout, se rendre compte que chaque acte médical, c'est comme prendre un médicament. Il y a des effets secondaires, il y a des risques. Donc, en fait, si on pratique un acte médical sans que ce soit nécessaire, non seulement ça ne sert à rien, mais en plus, c'est risqué. Ouais. Parce que les actes médicaux, encore une fois, ne sont pas anodins. Et moi, le truc qui m'a le plus marqué, c'est l'exemple de l'ocytocine de synthèse, où en fait, on comprend que la péridurale vient... non, alors que d'abord, ça commence par le déclenchement. Le déclenchement rend l'accouchement plus douloureux. Donc, comme les femmes ont plus mal, elles demandent plus la péridurale. Et la péridurale vient ralentir le travail et ralentir les contractions. Et donc, pour réaccélérer les contractions, on va remettre de l'ocytocine de synthèse, alors que l'ocytocine, c'est une hormone qu'on crée naturellement quand on se sent en sécurité et quand on n'a pas besoin d'utiliser son cerveau, son cerveau rationnel. Là. Ouais. Donc, en fait, si on ne déclenchait pas, si on ne précipitait pas, il n'y aurait pas forcément nécessairement besoin de péridurale, d'ocytocine de synthèse, etc. Et l'ocytocine de synthèse, elle augmente les risques de complications, en fait, et qui entraînent des accouchements avec instruments ou par césarienne, etc. Donc peut-être que souvent, peut-être qu'on peut réfléchir à ne pas intervenir tant que ce n'est pas nécessaire. Évidemment, si c'est nécessaire, il le faut. C'est ce qu'on appelle les grossesses pathologiques ou les accouchements à risque. Il faut intervenir. Mais s'il n'y a pas de risque, s'il n'y a pas de pathologie, on laisse faire. C'est ça le problème, en fait. C'est pas que ces interventions existent, parce qu'il y a des fois où, comme je disais dans ma question, il faut sauver la vie des gens. C'est indispensable. Oui. Parce que oui, effectivement, il peut y avoir des complications. Mais le problème, c'est que c'est systématisé, même quand il n'y a pas de complications. Et ça devient quelque chose d'habituel, où peut-être on ne se pose plus nécessairement la question. Après, il ne faut évidemment pas stigmatiser le personnel soignant qui fait ce qu'il peut. Mais il y a plein d'autres... On y reviendra la semaine prochaine. Oui. Il y a plein d'autres facteurs qui jouent sur cette cascade d'intervention. Mais en tout cas, ce que les personnes disent dans le documentaire, c'est juste, est-ce qu'on peut se poser la question ? Est-ce qu'on peut réfléchir à pourquoi on fait tout ça ? En fait, il y a aussi, au détour de la réponse que tu me donnes, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette espèce de bi-problème, si je puis dire, parce que on vient de l'évoquer, la question des moyens financiers. Des moyens budgétaires donnés à l'hôpital public. Donc, effectivement, peut-être que tout ça, c'est aussi motivé par des logiques de rendement. Genre, en gros, pour des logiques de rendement et pour faire du turnover au niveau des lits, en gros, accouche et casse-toi. Donc, on fait tout pour accélérer le processus. Et il y a aussi, évidemment, les biais patriarcaux qui font que le médecin, qui peut souvent être en plus s'avérer être un homme blanc, va dire à une femme qui est enceinte, va parler à sa place et lui dire « fais comme ci, comme ça » et tais-toi. Oui, il y a de ça, effectivement. Je crois que c'est Elena, qui est anthropologue, qui l'explique. Ça se vérifie historiquement. C'est qu'à l'origine, l'accouchement, il y avait énormément de femmes qui mouraient en couche. Mais l'accouchement, c'est quelque chose qui se fait quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a pas de pathologie, qui se fait naturellement. C'est juste que c'est extrêmement douloureux et extrêmement long.
mais ça peut se faire de façon naturelle. Et donc, à l'origine, l'accouchement, c'était quelque chose qui se faisait entre femmes, avec des sages-femmes, enfin, sont les personnes qui ont été brûlées comme des sorcières. Mais c'était un savoir de femme, c'était quelque chose qui se transmettait de génération en génération. Et à partir du moment où c'est basculé dans le domaine de la médecine, de la science, qu'il y a une question lucrative aussi de pouvoir, c'est devenu quelque chose de masculin. Et donc, à ce moment-là, les hommes ont repris un peu la mainmise sur les questions d'accouchement. Et oui, effectivement, il y a des biais patriarcaux, il y a des biais racistes aussi. On sait que les femmes racisées ont plus de chances d'avoir des complications ou même de mourir, parce qu'on les écoute moins à cause du syndrome méditerranéen, qui est Ouais. ce biais médical raciste qui est de croire que les personnes racisées, souvent venant d'Afrique du Nord, exagèrent leurs symptômes. Ouais. Et donc, on les laisse souffrir, voire mourir. Donc, on sait qu'il y a des biais patriarcaux très forts. On sait que, oui, certains médecins, malgré eux, reproduisent ces biais-là. Mais en fait, j'ai l'impression que du coup, le problème, en fait, c'est que les voies, en tout cas données par l'hôpital public, aux pratiques alternatives, aux voies naturelles, sont bloquées. On l'a vu dans un des épisodes, c'est une des intervenantes qui le dit, le système médical homogénise un peu tout, quoi. Voilà, il y a un processus, on le respecte à la lettre, Oui, et c'est ça. puis toujours pour des logiques de rendement. Exactement. Et en fait, les femmes n'ont aucune marge de manœuvre pour dire, bah moi, non, j'ai pas très envie de péridurale, ou non, non, je veux pas d'épisiotomie. Mais ça, en fait, c'est le problème de la santé de manière générale. C'est que la médecine n'est pas qu'une science. La médecine est aussi un art. Et il faut faire du cas par cas. Et il faut dialoguer avec les patients, les patientes pour comprendre même ce qu'elles ont. Et effectivement, quand on a voulu rendre rentable la médecine, on a occulté totalement ce volet-là. Et il y a certaines choses qu'on ne peut pas rendre rentables. Et c'est Anna Roy qui l'explique très très bien. C'est qu'il faut arrêter de croire qu'on peut faire de la médecine sans que ça coûte cher. La médecine n'est pas faite pour être rentable. Oui, Il faut oui. sortir de cette logique capitaliste. Et effectivement, bah, les premières qui en souffrent, c'est les personnes minorisées, c'est les personnes pauvres, les femmes, les personnes LGBT, les personnes racisées. C'est toujours les personnes qui sont le plus en bas de l'échelle qui vont souffrir en premier, quoi. Le problème, évidemment, là, j'ai envie de poser cette question-là parce que c'est important. D'ailleurs, ça a été l'objet d'ailleurs d'un documentaire aussi d'un autre documentaire d'Ovidie. C'est que effectivement, bah, tout ça débouche sur des violences obstétricales, Ouais. euh, parfois assez hard. Ouais, ouais, effectivement, c'est le témoignage de Déborah dans l'épisode 1 qui est glaçant. Euh, Effectivement, on sent que, que cette violence-là, mais en fait, comme tout type de violence, elle est permise aussi par tout le reste. C'est un spectre, quoi. On peut pas commettre ce type de violence s'il n'y a pas déjà une idée installée très fortement dans la tête des gens que une femme enceinte est un objet, une femme en train d'accoucher est un objet. Il y a vraiment ce truc ultra misogyne. Et donc là, effectivement, c'est le plus insupportable. Mais il y a tout un spectre des violences faites aux femmes qui sont en train d'accoucher qui existe, quoi. Ouais, bah, je Ouais. prends le point du mari, par exemple. Oui, oui, par exemple, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ça, c'est atroce. Et ça a été longtemps pratiqué. L'épisiotomie, c'est pareil, ça a été longtemps pratiqué. Pour expliquer rapidement ce que c'est, le point du mari, c'est de recoudre Ouais, légèrement plus c'est ça. le vagin de... Ouais. Ouais, ouais, on n'en parle pas du tout dans le documentaire, mais c'est vrai que ça fait partie des violences gynéco qui ont été dénoncées jusqu'à très récemment, hein, jusqu'à il y a quelques années. Je crois que c'est 2012 le dernier cas qui c'est complètement atroce. Ouais, ouais. Ouais. Et du coup, tu évoques aussi ces alternatives-là, tu leur donnes une visibilité, tu en parles. Ouais. Il y a les accouchements par piscine, enfin, il y a tout un tas de méthodes d'accouchement à domicile. Je suis obligé de poser la petite question contradictoire. Je suppose que le personnel médical est hostile à ce genre de pratique. Alors, pas tous, évidemment. On a aussi rencontré beaucoup de soignants et soignantes qui aimeraient pouvoir proposer ça dans leur structure. Ouais. Après, c'est vrai que
c'est un peu deux mondes qui s'affrontent, quoi. C'est vraiment l'hypermédicalisation et les voies plus naturelles, plus physiologiques. Et on a vraiment un cliché de c'est l'un ou l'autre, alors qu'en fait, les deux sont tout à fait complémentaires, qu'on peut très bien mettre de la physiologie à l'hôpital et qu'on peut très bien intervenir de manière médicale quand c'est nécessaire, quand il y a un risque, quand il y a une pathologie dans une naissance physiologique. Ouais. La naissance physiologique, c'est vraiment une naissance qui respecte la physiologie du corps de la femme. Donc, Ouais. c'est-à-dire, si on prend quelques exemples, respecter la physiologie, c'est-à-dire être debout ou accroupi ou à quatre pattes quand on accouche, puisque la gravité aide déjà à sortir le bébé. Et ensuite, il y a l'os du sacrum qui est dans le bas du dos, qui doit s'ouvrir pour vraiment élargir le bassin pour que que le bébé puisse sortir. Donc ça, c'est respecter la physiologie. Si on s'allonge sur le dos, on écrase le sacrum. Donc le bassin ne peut pas s'ouvrir, donc c'est plus long. Hmm. Donc on ne respecte pas la physiologie quand on allonge les femmes sur le dos. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On va remettre des médocs pour que l'enfant puisse sortir. Et tout Puis ça après, on va est- utiliser la ventouse. Et puis après, et voilà. peut-être on va dire, oh, bah, faut faire une épisio. Voilà, et donc tout ça est brutal pour la mère, enfin pour la personne qui accouche, et pour l'enfant, en Hmm. fait. Donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui soit ne connaissent pas la physiologie, ou très mal, soit qui n'ont pas le temps, soit qui sont carrément hostiles parce qu'il y a une perception de la naissance physiologique comme quelque chose d'un peu... c'est des charlatans, c'est du féminin sacré, je sais pas quoi. Effectivement, il peut y avoir des dérives, on en parlera peut-être plus tard, mais ce qu'il faut faire, c'est l'encadrer, finalement. Ouais. Expliquer, avoir les infos, encadrer. Anna Roy le dit très bien. Il faut faire en sorte que ça puisse être Bah, possible pour les femmes qui le souhaitent ouais. et donner le choix. On aura l'occasion de parler de ces questions plus économiques, budgétaires la semaine prochaine, mais on peut quand même enchaîner là-dessus, dire que au moins l'hôpital public, si l'hôpital public avait les moyens, les budgets pour mettre ça en place, Bien sûr. ça irait beaucoup mieux. Il y aurait peut-être une meilleure synthèse entre le médical et le physiologique. Je pense que ça permettrait, en tout cas aux personnes qui le souhaitent, aux soignants qui ont envie de pouvoir proposer à leurs patientes ces alternatives-là. Oui, effectivement, c'est une question de budget. Et après, c'est aussi une question de dialogue et de choix C'est une question de politique. formation aussi peut-être. Oui. Est-ce que les médecins sont assez formés? Ça aussi c'est pareil, on en reparlera la semaine Ok. prochaine. Mais Je spoil est-ce que- pas, alors. non, mais on peut Effectivement. quand même en dire un mot. Je pense que ça... C'est la formation du corps médical à toutes ces nouvelles pratiques. Oui, oui, bien sûr. Et je pense que ça évolue quand même. On commence à avoir différentes façons de voir les choses aussi chez les médecins. Mhm. Mais ça prend du temps et il faut investir. Ouais. Chez les sages-femmes aussi, il y a une profonde remise en question parce qu'il y a une de tes intervenantes justement qui, à un moment donné, tu mets l'extrait d'une vidéo qu'elle Oui. avait faite avec le hashtag Je suis maltraitante. Oui. C'est très intéressant ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Et surtout, est-ce que tu peux peut-être, parce que peut-être que c'est plus du off qu'il y a eu là à ce moment-là, mais peut-être parler de l'ampleur qu'a eu peut-être ce mouvement-là Oui. sur les sages-femmes et sur toutes les personnes, tout le personnel qui travaille dans les maternités. Oui, c'est Anna Roy qui est une des grandes défenseuses de la revendication. Il faut une femme, une sage-femme. Ouais. Et c'est la revendication qui est allée avec ce hashtag-là. Et donc, c'est une sage-femme en hôpital public qui, elle explique dans le documentaire que avant, elle disait le système est maltraitant parce qu'on n'a pas le temps, il n'y a pas assez Ouais. de budget, il n'y a pas assez de soignants, il n'y a pas assez de lits, etc. Et finalement, elle s'est rendue compte qu'elle-même devenait maltraitante à cause de ce système. Mais en fait, elle dit que personne ne veut, enfin, aucun soignant n'a envie de maltraiter ses patients. Au contraire, quand on se lance dans cette carrière-là, c'est quand même une vocation. On veut aider les femmes, les assister dans ce moment-là de leur vie qui est très important. Et on se retrouve, malgré nous, à maltraiter des jeunes parents, maltraiter des bébés, maltraiter des femmes en situation de grande vulnérabilité. Et donc, elle a lancé ce hashtag en racontant une nuit de garde qui avait été très compliquée. Et Ouais. c'est un hashtag qui a trouvé beaucoup d'écho, effectivement, parce que des soignants, soignantes comme
des patients-patientes se sont énormément retrouvés dans ce témoignage-là, ouais. Et c'est un problème d'effectifs et de moyens. Ouais. Bon, on en revient souvent là à ces problèmes de moyens. C'est justement un des thèmes Ouais, qu'on va aborder 4e la semaine épisode, prochaine. ouais. Justement, là, l'interview touche à sa fin. Alors avant peut-être de se laisser là et de se retrouver la semaine prochaine, tu peux peut-être nous teaser justement ces 2 derniers épisodes que nos téléspectateurs vont regarder la semaine prochaine. Tu Ouais, veux nous dire 2 mots dessus? avec plaisir, ouais. Alors l'épisode 3 s'appelle Repenser le rôle de chacun, chacune. Et l'idée, c'est de voir, enfin de réfléchir un petit peu aux personnes qui accompagnent la femme qui accouche. Donc, quelle place peut trouver la sage-femme, qui l'accompagne depuis le début ou pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi redonner un peu ces lettres de noblesse au métier de sage-femme, qui était à l'origine celle qui accompagnait les femmes qui accouchaient. Quelle place donner aux coparents, au père? Est-ce que le père ne peut pas être un acteur lui aussi de la naissance? Et est-ce que ça ne peut pas être une bonne chose, justement, pour la suite de la vie de famille? On parle aussi du rôle de doula, qui est donc le métier de mes 3 co-réalisatrices qui portaient ce projet. Donc doula, bon, on en reparlera la semaine prochaine, mais qui est un soutien émotionnel en fait pour la femme et la famille. Et puis il y a aussi des histoires très touchantes avec les grands frères, grandes sœurs qui peuvent aussi participer. Enfin voilà. Et l'épisode 4, c'est l'épisode vraiment politique qui s'appelle le rôle de l'État, dans la responsabilité de l'État. C'est ça. Et qui fait un petit peu voilà, l'état des lieux de toutes les coupes budgétaires, les conséquences que ça a de fermer les maternités. Et aussi, voilà, qu'est-ce qu'on peut revendiquer. Plutôt que d'être toujours dans la réaction de la violence d'État, est-ce qu'on ne pourrait pas se tourner vers l'avenir et oser espérer demander plus de droits? Ouais, plus de droits, plus de moyens, mais ça, faudrait peut-être se débarrasser d'Emmanuel Macron avant. Je sais pas. Hein. Je sais pas. Bon, en tout cas, on discutera de tout ça la semaine prochaine. Merci, Judicaël. Merci à toi. À dimanche prochain, du coup. Et merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Derrière les Docs qui met en lumière donc le cinéma documentaire engagé et indépendant. Et n'oubliez pas que ce genre d'émission là justement n'existerait pas sans vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner à partir de 5 € par mois ou à faire des dons. Hein, voilà, abonnez-vous à nos réseaux sociaux aussi, hein, où vous nous trouverez sur YouTube évidemment, mais aussi sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, etc. Et pensez aussi évidemment, si vous avez Free, à nous regarder sur la 165 de la Freebox TV et sur Molotov. Voilà, d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie encore pour votre attention et votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur le média.